Bonsoir à tous. On m'a demandé de vous parler un petit peu du Covid-19, de la maladie Covid-19, qui est due à un virus qui s'appelle SARS-CoV-2. Et quand on m'a demandé de préparer cette présentation, je me suis dit, 10 minutes, c'est pas beaucoup, il y a beaucoup de choses. Et du coup, j'ai demandé un peu aux personnes autour de moi, qu'est-ce qu'elles se posaient comme question sur ce virus. Et donc, j'en ai eu pas mal. Et j'ai choisi, en fait, d'en vous en présenter 2 ou 3, donc les questions que j'ai eues et les réponses que l'on peut apporter. Alors, la première, c'est, mais au final, ce virus, est-ce qu'on sait vraiment d'où est-ce qu'il vient? Alors, avant ça, il faut savoir ce que c'est qu'un coronavirus. Donc, les coronavirus, ce sont des virus, il y en a beaucoup qui touchent des êtres humains, des animaux, mais parmi quand ils touchent les êtres humains, ils sont connus principalement parce qu'ils sont responsables, je me suis trompée de bouton, de rhume. Donc 15 à 30% des rhumes qu'on a tous les ans sont dus à 4 coronavirus. Ils ont aussi connu, depuis plus récemment, parce qu'ils ont à l'origine d'épidémies. Donc la première épidémie qu'on a connue à un coronavirus, c'est SARS, donc dû au SARS-CoV, qui a émergé en Chine en 2002. Puis après, 10 ans après environ, on a eu MERS, dû à MERS-CoV, qui a émergé en Arabie Saoudite en 2012. Et l'année dernière, on a eu Covid-19, dû au SARS-CoV-2, qui a émergé à nouveau en Chine en 2019. Alors pour mieux comprendre d'où viennent ces virus, on a besoin de savoir, en fait, parce qu'on les trouve chez un humain, quels sont les réservoirs. Et ce qu'on sait des investigations qu'on a pu faire sur les épidémies en fait, de SARS ou de MERS, c'est que ces 2 virus-là, le réservoir, donc là où est-ce qu'on a trouvé le virus le plus proche, c'est bien la chauve-souris, mais qu'à chaque fois, il y avait un hôte intermédiaire, c'est-à-dire qu'entre la chauve-souris et l'être humain, c'est passé par un autre animal avant d'aller chez l'homme et d'être capable d'être transmis chez l'homme. Donc pour le SARS, ce qu'on a pu identifier, c'est que l'hôte intermédiaire, c'est la civette, et pour MERS, l'autre intermédiaire, ça a été le dromadaire. Qu'est-ce qu'il en est pour le SARS-CoV-2 et comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette question? Pour ça, en fait, on va analyser le génome du virus. Ça veut dire qu'on va voir en fait sa séquence, quels sont tous les petits fragments qui le commencent. Et pour ça, on va faire un séquençage. Et donc, je vois, avec ce qui est préparé ce soir à Une de la Science, que vous pouvez voir dans un atelier, dans les visites, ce qui va être comment est-ce qu'on fait un séquençage. Une fois qu'on a la séquence de ce virus, on fait des arbres phylogénétiques. En gros, ce sont des arbres un peu comme des arbres généalogiques. On va s'identifier, parmi toutes les séquences de virus qu'on a, et là de coronavirus, quels sont les virus qui sont les plus proches du SARS-CoV-2. Là, je vais vous présenter un des premiers arbres phylogénétiques qui a été fait au tout début de l'année, où on avait le SARS-CoV-2 ici, et c'est les virus les plus proches. Et quand on regarde cet arbre phylogénétique, on s'aperçoit de 2 choses. Premièrement, que le SARS-CoV-2 ne descend pas de souches humaines de coronavirus qui sont déjà connues. Et donc, on suppose qu'il a acquis que récemment sa capacité de sortir de son réservoir animal naturel, pour aller chez l'homme. Et deuxièmement, que le virus le plus proche du SARS-CoV-2, c'est un coronavirus de chauve-souris, qui s'appelle ARATG13, qui a été collecté en Chine en 2013. SARS-CoV-2 et RATG13 y présentent 96% d'identité de séquence. Donc il y a 96% des 2 génomes qui sont identiques. Ces informations nous permettent de dire que le réservoir de SARS-CoV-2, c'est bien, à l'origine, c'est bien la chauve-souris. Maintenant, on veut savoir comment est-ce que ça a fait pour passer de la chauve-souris à l'être humain. Au début, on a donc du coup, quel est l'hôte intermédiaire? Parce que comme je vous l'ai dit, il y a peu de chances que ça passe directement de la chauve-souris à l'homme. On a beaucoup pensé au tout début que ça pouvait être le pangolin. Alors le pangolin, c'est cet animal. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé chez le pangolin une portion du génome du coronavirus qui était extrêmement proche, à 98% proche, à une portion du SARS-CoV-2. Sauf que quand on regarde en fait l'intégralité du génome,
En vrai, l'identité de séquence est bien inférieure à 96%. Donc, ce n'est pas possible que le pangolin soit l'hôte, soit l'animal intermédiaire entre le passage de la chauve-souris à l'homme. Donc, théorie refutée. Mais du coup, est-ce qu'on sait? Eh bien, non. Actuellement, on ne sait toujours pas quel est l'animal intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme qui serait à l'origine de l'émergence du SARS-CoV-2. Et tant qu'on ne sait pas quel est cet animal, on ne peut pas bien comprendre en fait cette émergence. Et comprendre ces émergences nous permet de mieux les prévenir et lutter. Et donc, c'est toujours une question qui, au bout de plusieurs mois, est toujours ouverte. La deuxième question que j'ai choisi à laquelle de répondre, c'est au final, on l'attrape comment ce virus? Parce que entre ce qu'on savait au mois de janvier et ce qu'on sait maintenant, les connaissances, elles ont évolué. Et c'est ça qui est intéressant avec la science, c'est que ça évolue et ça permet d'ajuster. Donc, ce qu'on a su très rapidement, c'est une transmission par contact direct. Et cette transmission, elle se fait par des gouttelettes. Ici, vous avez quelqu'un qui est en train d'éternuer et vous voyez toutes les grosses gouttelettes qui sont en train de pocheter, les postillons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un contact direct. J'éternue, atchoum, j'ai des grosses gouttelettes et si vous êtes proche de moi, vous allez vous contaminer. C'est un virus qui va rentrer par les voies respiratoires et ainsi. Le deuxième point très vite on a pu mettre en œuvre par nos connaissances, c'est la transmission par contact indirect. En fait, vous allez pareil, éternuer, etc., postillonner. Ça va se déposer, les grosses gouttelettes vont tomber, elles vont se déposer sur les surfaces. Vous allez toucher les surfaces avec vos mains. On passe son temps à se mettre les mains au visage et ainsi on se contamine. Il y a une question qui a été longtemps en suspens. Est-ce qu'on peut se contaminer par des aérosols? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aérosol? Les aérosols, ce sont aussi des gouttelettes, mais qui sont beaucoup plus petites. Elles sont beaucoup plus légères, et de fait, elles peuvent se disperser dans l'espace beaucoup plus loin. Elles sont très petites, donc elles contiennent aussi moins de virus par rapport à un gros postillon qui peut être avec plein de particules virales. La différence, c'est que comme elles se propagent, elles peuvent aller dans des systèmes de ventilation, donc tout ce qui passe par les climatiseurs. Et au début, on supposait, on ne savait pas trop, mais il y a maintenant des études qui montrent que des gens se sont contaminés dans des environnements restreints via cet système de circulation, parce que par exemple, une personne était là, et l'autre personne était dans l'amphithéâtre, beaucoup plus loin. Donc, ce n'est pas possible qu'on soit sur une transmission directe avec des gouttelettes qui tombent. C'est passé par le système de ventilation et on a retrouvé des virus dans les systèmes de ventilation. Donc maintenant, ce qu'on sait sur cette transmission, c'est-à-dire rapprochée à distance, c'est aussi important parce qu'on sait comment se protéger de l'infection. Donc tout ce qui a été mis en place comme gestes barrières, se laver les mains, c'est important et on comprend mieux pourquoi par rapport à cette contamination directe et indirecte. Et aussi port du masque, bien sûr, parce que tout ce qui va limiter l'entrée du virus par les voies respiratoires va pouvoir agir sur la protection des personnes. Et enfin, et je ne pensais pas que cette question allait être autant d'actualité aujourd'hui, mais ça tombe bien, au final, quand est-ce qu'on aura un vaccin et un vaccin efficace? Au mieux, un vaccin qui pourra être disponible, ce n'est pas avant le second semestre 2021. Qu'est-ce que je veux dire quand un vaccin est disponible? Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à proposer des campagnes de vaccination. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, il faut pouvoir préparer ce vaccin. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Les vaccins, ils sont fabriqués à partir de suspensions de micro-organismes. Donc ici, le micro-organisme, c'est le SARS-CoV-2, qui peut être soit inactivé, soit atténué, ou des dérivés de ces micro-organismes. Le vaccin, c'est une préparation qui est administrée pour provoquer une protection, une réponse de notre corps à l'infection. Cette réponse, elle se mesure souvent par la production qu'on appelle des anticorps. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir protéger la personne ou des personnes des maladies contre lesquelles on les vaccine. Donc ici, SARS-CoV-2. Et comment ça se passe? Actuellement, vous avez 47, on dit candidats vaccins, en phase clinique, dont 11 en phase 3 selon le site de l'OMS. Donc qu'est-ce que ça veut dire des candidats vaccins en phase clinique? Ça veut dire qu'ils ont commencé les essais sur l'homme.
Et il y a 3 phases en fait pour CVC. D'abord, il y a la phase 1, où on va faire les premières injections des vaccins chez l'homme. C'est sur environ des dizaines de personnes seulement. Et on va voir si l'injection est bien tolérée, s'il n'y a pas... Quels sont les effets qui sont provoqués suite à la vaccination chez l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas d'effets indésirables graves? Deuxième point, on passe en phase 2 en fait. Et on va pouvoir là commencer à savoir le dosage, combien est-ce que de doses sont recommandées pour ce vaccin. On va vacciner, on va avoir des volontaires, il va y avoir plus de centaines de personnes, et commencer à voir les premiers effets. Est-ce qu'il y a bien des anticorps qui sont produits? Une fois qu'on a ces phases 1 et 2, et donc les candidats vaccins qui sont actuellement en phase 3 ont validé ces phases 1 et 2, on va être en phase 3. Et là, on va commencer à voir l'efficacité de la vaccination. Dans les phases 3, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont vaccinées. Ces dizaines de milliers de personnes, elles sont soit vaccinées avec le candidat vaccin SARS-CoV-2 qui est utilisé, soit elles ont un placebo. Et on va commencer, pareil, toujours à voir est-ce que notre vaccin est bien sûr, parce que comme on a des milliers de personnes vaccinées, on veut être sûr qu'il n'y a pas d'effets indésirables graves qui apparaissent. On va ensuite voir si, à cette grande échelle, les anticorps qui vont permettre de nous protéger sont produits, et surtout, combien de temps ils vont être là, et est-ce que le vaccin, est-ce qu'ils vont être capables de nous protéger? Donc actuellement, on peut attendre d'avoir des résultats préliminaires de ces phases 3, fin 2020, début 2021. Mais si on considère que les personnes ont été vaccinées maintenant il y a un peu plus de 1 mois, 2 mois, on peut bien comprendre que l'efficacité et le temps de protection, ce sont encore des questions en suspens. Exactement, donc même si on a des candidats vaccins qui sont intéressants, on ne sait pas encore combien de temps on va être protégé lorsqu'on va être vacciné, et on ne sait pas encore si on va être protégé des formes graves de l'infection ou si on va être protégé d'acquérir l'infection. Et ces données-là, elles sont importantes lorsqu'on est dans la prise en charge de vaccination pour savoir quelle population vacciner et comment établir un schéma de vaccination. J'en ai fini, je pense, pour vous parler du SARS-CoV-2 ce soir. Je vous remercie de votre attention et si vous avez une ou deux questions, je pense qu'on a le temps d'y répondre. Je peux parler là, tu sais. Pardon. Est-ce que le virus, entre la première vague et la deuxième vague qui a lieu maintenant, il a changé de forme? Alors, ou il a muté? Est-ce qu'il a muté? Alors, c'est un virus ARN, donc c'est un virus qui va évoluer. On a bien sûr les premières séquences isolées en 2019 et les maintenant en 2020, ce n'est pas exactement les mêmes. Maintenant, si la question c'est est-ce qu'il a muté, est-ce qu'il a acquis en fait, une sévérité augmentée ou une sévérité diminuée, la réponse est non. On voit qu'il y a une mutation en fait, qui s'est propagée dans une partie de la population qui potentiellement augmenterait la transmission du virus, mais elle n'a aucunement été liée à une plus grande sévérité de l'infection chez les personnes qui étaient infectées avec cette souche-là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Question, ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. Ma question concerne le passage du virus vers l'humain. Oui. En fait, vous avez dit que, donc, que c'était la chauve-souris en fait, qui était... Le réservoir. Voilà. Ce passage à l'humain, je n'ai pas bien compris. Il faut systématiquement qu'il y ait un autre élément par lequel passerait le Covid, ou une simple morsure, ou le fait d'avoir mangé de la chauve-souris peut transmettre ce virus ou pas? Alors, comment ça se... ok. En fait, on n'a pas le SARS-CoV-2 tel qu'on le connaît, on ne le retrouve pas chez la chauve-souris.
exactement. Donc si tu te fais mordre par une chauve-souris qui a RTG13, on ne sait pas en fait ce qui va se passer. Par contre, sur les coronavirus, ce qu'on sait, c'est que la chauve-souris, elle va vivre au contact d'autres animaux. Donc là, il peut y avoir un passage classique entre la source de la chauve-souris et, par exemple, l'animal X. Le virus, il va évoluer dans l'animal X, et après, il va y avoir un contact rapproché entre l'animal X et l'être humain. Et donc, il va y avoir une transmission, et la question, c'est cette transmission, c'est la lieu. Donc, est-ce qu'elle est possible? Oui, donc ça peut être par morsure, comme vous l'avez dit, ou par nourriture, ou préparation de la chauve-souris, parce que si c'est cuit, en général, le virus, il ne survit pas. Et après, c'est ce passage entre l'animal X et l'homme. Après, il faut que le virus soit capable de se transmettre chez l'homme. Donc, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires. Ce qu'on sait, c'est que le plus proche parent, c'est bien la chauve-souris, que cette hôte intermédiaire, pour le moment, on ne l'a pas identifiée. Et en tout cas, quand il y a eu ce passage espèce, il a acquis une capacité à être transmise entre les hommes aussi. Ouais, merci beaucoup, Myriel.